La lutte à l'inflation et le gouvernement Trudeau, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec les journalistes Joël Denis-Bellavance, Émilie Bergeron de la presse canadienne, qu'on accueille d'ailleurs pour la première fois, et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'est vraiment le sujet qui a dominé la semaine politique à Ottawa, l'inflation. Yves, je vais commencer par vous. La ministre des Finances, Mme Freeland, on le sait, doit présenter une mise à jour économique et financière au début du mois de novembre. Ça fait plus qu'une semaine là, qu'elle nous prépare à une possible récession, même si elle ne prononce pas le mot qui commence par R comme tel. À quel point la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement économique, ça place le gouvernement sur la défensive? Ben, écoutez, c'est le sujet de l'heure, vous l'avez dit, et on n'en sort pas. Vous savez, les conservateurs, ça fait plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, que c'est leur champ d'intérêt, que c'est sur ce clou qu'ils tapent de façon régulière. Mais là, le gouvernement doit embarquer dans ce train parce que, oui, les taux d'intérêt grimpent. Encore cette semaine, j'entendais parler d'une histoire où une famille qui payait 900 $ d'hypothèque aux 2 semaines, ça a grimpé à 1200 $ aux 2 semaines. L'épicerie coûte une fortune. Les gens qui veulent changer de voiture se font littéralement étrangler. Bref, tout coûte plus cher partout. Alors oui, le gouvernement doit être très sensible à cette situation. Bien sûr, il n'y a pas de solution miracle. Demandez au gouvernement conservateur en Grande-Bretagne et vous comprendrez qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais les gens doivent sentir que les politiciens sont sensibles au sujet et que les politiciens travaillent pour eux et elles. Alors, tout là, le nœud du problème est là. Bon. Joël Denis, pendant ce temps-là, quand même, Mme Freeland nous prévient qu'on ne pourra pas aider tout le monde durant ce ralentissement économique. Est-ce que la ministre des Finances va pouvoir résister aux pressions du premier ministre Trudeau, qui, lui, juge au contraire qu'il faut augmenter les dépenses pour aider tous les Canadiens qui en arrachent? Oui, voilà une bataille qu'on va connaître probablement, dont on va connaître le dénouement au cours des prochaines semaines. Parce que oui, vous avez raison de dire que Mme Freeland a préparé soigneusement le terrain au cours des derniers jours à de mauvaises nouvelles qui pourraient être incluses dans sa mise à jour économique. Et cette mise à jour économique va démontrer si oui, on s'en va en récession. Je pense que ça va être confirmé avec les projections économiques. Mais il y aura sûrement des pressions énormes qui seront exercées par M. Trudeau et d'autres ministres du cabinet pour justement augmenter les dépenses, pour soutenir les familles. Et les pressions vont peut-être même venir du NPD également, qui a conclu un accord politique avec les libéraux pour maintenir les libéraux au pouvoir. Donc, Mme Freeland se retrouve dans une situation très délicate. Saurait-elle résister autant que d'autres anciens ministres des Finances? Ça reste à voir. Je donne l'exemple suivant. Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances de Justin Trudeau, trouvait que M. Trudeau dépensait trop. Et comment ça s'est terminé? M. Morneau a dû faire ses valises. Oui, Émilie, justement, est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à des tensions entre Chrystia Freeland et Justin Trudeau, un peu comme ce qu'on avait vu à l'époque de l'ex-ministre des Finances Bill Morneau? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ça reste à voir au fil du temps. C'est certain que c'est un discours qu'on commence à peine à entendre du côté de Mme Freeland. Donc, est-ce que l'apparence de dichotomie avec M. Trudeau va persister dans le temps? Et comment elle pourrait se faire taper sur les doigts? On sait que ces discours, elle n'a pas l'air de les faire approuver à l'avance avant de les prononcer. Ça fait plusieurs occasions là où il semble y avoir des différences avec ce que M. Trudeau dit. Mais comme Joël Denis le disait, c'est certain qu'il va y avoir de la pression pour dépenser, surtout du côté, je pense, de M. Singh, qui, on le sait, a son accord là, avec les libéraux. Dans cette entente-là, il y a beaucoup ça nécessite des nouveaux fonds pour mettre en place des nouveaux programmes. On n'a qu'à penser à l'assurance pour les soins dentaires. Là, en ce moment, le projet de loi C-31, c'est un premier jalon, mais ce qu'on veut, c'est la mise en place d'un programme complet. Donc, ça implique de l'argent. Beau dilemme, donc, pour Mme Freeland à venir. Parlons maintenant du mandat de la Banque du Canada. Bon, pas de surprise, évidemment. La Banque a annoncé une hausse de son taux directeur. Le chef du NPD, Jack Meeting, s'est montré, disons, très critique du travail de la Banque. Il accuse d'être trop agressive dans ses augmentations de taux. Ça étouffe les personnes les plus démunies. M. Singh aimerait même que le gouvernement Trudeau modifie le mandat de la Banque du Canada pour conserver un maximum d'emplois. Yves, est-ce que le chef du NPD joue à un jeu dangereux en se mêlant comme ça du mandat de la Banque du Canada?
Oui et non, parce que, bien sûr, la Banque du Canada n'est pas, comme le pape, n'est pas prétendument infaillible. Alors oui, la Banque du Canada peut prendre des décisions qui peuvent être discutables, mais toujours est-il qu'il faut proposer des solutions. Alors, je respecte l'indépendance de la Banque du Canada, mais c'est pas suffisant. Il faut arriver avec des solutions et dire qu'il craint des pertes d'emplois massives, ça me semble un peu léger en ce moment, alors qu'il y a une crise de l'emploi et Pénurie, oui. personne est pénurie de personnel partout et que personne n'est incapable de combler ces pénuries de personnel. Alors, M. Singh a le droit de critiquer. Est-ce que c'est un jeu dangereux? Ça peut l'être s'il n'apporte pas de solutions concrètes. Ouais. Émilie, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette sortie du NPD cette semaine? Ben, Monsieur Singh, qui essaie de trouver sa place un peu sur l'échiquier politique encore plus depuis que Monsieur Poilievre est devenu chef du Parti conservateur, et j'ai trouvé que c'était un petit peu un drôle de choix, disons, de taper sur le clou de la Banque du Canada. Bien sûr, son message est pas exactement le même que Monsieur Poilievre. Là, il ne promet pas de limoger le gouverneur de la Banque du Canada s'il devient premier ministre, mais quand même, c'est un drôle de choix. Bon, il a répété à plusieurs reprises qu'il était en faveur du maintien de l'indépendance de la Banque du Canada, mais c'est pas suffisant de le dire. Il propose quand même des changements au mandat de la Banque du Canada, donc au gouvernement d'intervenir. Donc, il faudra voir aussi concrètement pour les gens quel écho ils vont trouver aussi dans ce message-là. C'est un petit peu flou là, peut-être pour Monsieur, Madame, tout le monde de penser bon, il veut que le gouvernement modifie le mandat de cette institution-là. Donc, pour moi, c'est surtout curieux dans le contexte où M. Poilievre a été très critiqué de s'attaquer frontalement à la Banque du Canada. Oui, parce que le mandat de la Banque, vous avez raison, ça reste abstrait pour bien des Canadiens. Sur la relation maintenant entre Pierre Poilievre et les journalistes, ça fait 40 jours que le chef du Parti conservateur ne s'est pas prêté au traditionnel mêlée de presse au Parlement, sauf évidemment celle qui avait été plutôt remarquée. Il avait répondu à 2 questions et s'était fait interpeller par le journaliste David Akin. Joël Denis, qu'est-ce qu'il faut penser de cette stratégie de Pierre Poilievre d'ignorer les journalistes? En fait, M. Poilievre poursuit une stratégie qu'il a employée durant la course au leadership, c'est-à-dire contourner les médias traditionnels, utiliser les médias sociaux pour véhiculer son message. Ça lui a rapporté un grand succès pendant la course à la direction, mais je ne sais pas s'il peut utiliser la même formule pour conquérir le cœur des Canadiens. On est quand même là pour poser des questions que monsieur et madame tout le monde se posent, et ces questions-là, on veut évidemment les poser aux chefs qui aspirent à gouverner le pays. Donc, tôt ou tard, je pense que M. Poilievre devra se soumettre à l'exercice. Plus le retarde, plus ça risque d'être compliqué et difficile pour lui. Alors, il aurait avantage, je pense, à se pointer un peu plus souvent devant les journalistes pour répondre à nos questions. Émilie, votre avis là-dessus? Un peu comme ce que Joël Denis dit, dans une élection générale, est-ce que M. Poilievre va pouvoir continuer à fuir comme ça les médias? Ça reste à voir. Il y a quand même aussi des électeurs acharnés, des gens qui écoutent religieusement le téléjournal le soir. Est-ce que ces gens-là sont nécessairement sur Twitter ou sur YouTube en train de regarder des vidéos de M. Poilievre? Peut-être pas. Donc, il faudra voir si c'est une stratégie qui peut fonctionner à long terme. Chose certaine, il semble vouloir quand même inciter des gens qui peut-être normalement ne votent pas aux élections générales, les appeler à voter. Et puis, peut-être qu'avec cette stratégie-là de communiquer par les réseaux sociaux, ça peut amener certaines personnes à éviter de s'abstenir encore une fois, puis d'aller voter pour M. Poilievre. Donc, à suivre, je dirais. Oui. Bon, je m'excuse, je vous ai coupé. Il fallait un petit peu plus vite. Je vais vous entendre sur la fameuse chambre à 6 000 $ la nuit. Le National Post nous a révélé cette semaine que le gouvernement fédéral a dépassé 400 000 $ en chambre d'hôtel lors des funérailles de la reine Élisabeth II et 6 000 $ pour une seule chambre, pour une seule nuit. Joël Denis, est-ce que vous pensez que ça va suivre les libéraux longtemps, cette controverse, que ça va faire mal? Oui, parce que le Parti conservateur en fait un plat à la Chambre des communes depuis qu'on a appris cette information. Et évidemment, on va tenter de savoir qui a obtenu cette chambre à 6 000 $. Donc, je pense que le Parti conservateur sent qu'il y a peut-être un os sur lequel ils peuvent gruger pendant un bout de temps. Et ça me fait penser un peu au jus d'orange qu'avait obtenu
la ministre Bévoda, 15 $. On en a fait un gros plan. Elle avait démissionné à cause de ça. Imaginez si on découvre qui a couché dans cette chambre à 6 000 $. Ça pourrait peut-être avoir des conséquences politiques encore plus graves pour la personne qui est couchée là. À suivre. On va terminer avec la commission sur l'état d'urgence. Il y a eu plusieurs révélations cette semaine. On a appris que le jour même où le gouvernement Trudeau a décidé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, à la mi-février, donc, la commissaire de la GRC, Brenda Loki, estimait qu'il restait encore d'autres outils pour mettre fin à l'occupation au centre-ville d'Ottawa. Elle en a fait part au gouvernement. Yves, à quel point ça vient contredire les arguments du gouvernement Trudeau pour avoir déclaré justement l'état d'urgence? Tout contredit les arguments du gouvernement Trudeau depuis le début de cette commission. En fait, ce qu'on constate depuis le début de la commission, c'est qu'il y a eu une espèce de tempête parfaite d'inertie et d'incompétence de gens qui soit regardaient ailleurs parce que c'était trop délicat, ou soit étaient incapables de prendre des décisions. Il y avait la ville qui parlait pas à la police qui parlait pas au gouvernement provincial, ni au gouvernement fédéral, ni à la ville. Bref, personne parlait à personne, ce qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu déclarer l'état d'urgence. Alors, est-ce que cet état d'urgence a été déclaré parce que la sécurité nationale était en jeu ou parce qu'une série de gens incompétents n'ont pas fait leur travail? Il est fort possible qu'on arrive à la solution numéro 2 pour justifier ce fiasco qui est survenu l'hiver dernier. La commission qui se poursuit jusqu'au mois de novembre. On aura l'occasion de s'en Voilà. reparler. Yves, Émilie, Joël Denis, merci beaucoup. Ça fait le tour des sujets de la semaine. Merci. Merci, bonne semaine, au revoir. Au revoir.